Ok, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle réunion qui introduit en réalité l'année 2025 pour notre groupe Chef on the Opportunity. Et cette nouvelle séance qui avait déjà commencé l'année dernière, s'agissant de Study Abroad Session, qui en réalité permet chaque week-end de réunir des boursiers qui ont bénéficié des bourses d'études durant leur parcours et ils sont censés venir nous expliquer le processus qu'ils ont utilisé pour pouvoir réussir afin d'encourager les personnes qui nous suivent de savoir exactement les informations précises qu'il faut connaître pour pouvoir postuler aux bourses d'études, comment il faut postuler, quels sont les éléments importants à retenir, quels sont les pièges à ne pas tomber. Donc, pour cette session d'aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir notre invité Brice Thiofo qui va nous présenter en réalité tout ce qu'on doit savoir sur la bourse de UM6P du Maroc. Et donc, il va essayer de parcourir tous les éléments nécessaires qui nous permettra en réalité de comprendre tout ce qu'il faut savoir sur cette bourse d'études. Donc, je vais passer la parole à Pérez, qui est mon collègue de modération, qui va essayer en réalité de résumer un tout petit peu, ou alors du moins de faire une petite introduction en langue anglaise de notre principe que nous avons appliqué depuis le départ de cette session de Study Abroad Session. Donc, Pérez, tu as la parole. Okay, thank you so much, Sandra. Like Sandra mentioned, this is the Share Funding Opportunity Study Abroad programs sessions. Normally, Share Funding Opportunity is an organization or an entity that was founded some years ago. And the objective has always been to let everyone know that there are opportunities out there and humans like you are gaining this opportunity. So you have no right to say you are too poor, you are too broke, your family does not have all the other reasons that we always give ourselves not to try opportunities. Our aim has always been to bring this opportunity to everyone, so that tomorrow, if someone is saying that something happened somewhere, it should not be that they lack information. And we discovered that in the francophone areas of Africa, the information is really, really lacking. It's not really that the information is not available, it's more or less that there is no trust. So we came out with the study abroad sessions where we bring humans. Remember in the Bible, Jesus came and it was there were some apostles that had to touch to believe that it was actually Jesus. So now we are bringing humans like you who left the streets like you. Some are from way worse situations that you have been, but they managed to make it. And the objective is for them to tell you, one, to motivate you, to boost your aspiration. And then secondly, to ensure that you actually do it right. Maybe they lost a lot of years trying to get to where they are, but you must not lose those number of years too. So I think for today, like Sandra said again, it's our first session for 2025, and we are really happy to be back and to bring you all the gist. We believe 2025 is going to be better than even 2024. Uh, as you can see, Mr. Brice Chofo, soon to be Dr. Chofo, is with us, and he has a huge experience in everything that has to do with the scholarship opportunities that exist in UM6P. Mind you, that UM6P is a very, very nascent university. It was founded only in 2027, but yet it is one of Africa's best. And each year, there are millions of opportunities that are shared to youths like you for all ages. You cannot tell me that you are old. There's no age in these things these days. You just need to try and try and try. So I'm going to leave the opportunity for Brice, first of all, to present himself and then give us a brief presentation about the opportunities that exist here in UM6P. UM6P is in Morocco, it is in Africa, and just to tell you that other people are doing it, and if you stay behind, it will be your problem, not our problem. But this is the little contribution that we have.
both for Cameroon, which is our motherland, and and for Africa in general. So, Brice, over to you. Merci, Pérez, de me passer la parole. Déjà, je vais préciser que la présentation, je vais la faire en français. Et s'il y a des questions en anglais, n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. Mais la présentation, je vais la faire principalement en français. Bon, merci déjà à Sandra et à Pérez de me passer la parole. Et pour moi, c'est avec plaisir que je me prête au jeu de Chef on une Opportunity pour pouvoir partager déjà cette opportunité que nous avons au niveau de l'UM6P. Et déjà aussi, je vais dire un grand bravo à l'équipe de SFO pour le travail qu'ils sont en train de faire, qui est celui de transmettre l'information. Parce que dans le monde, je pense que la meilleure chose à avoir, c'est l'information. Tu peux avoir bien de l'argent, tu peux avoir tout, le savoir, tu peux avoir l'intelligence, mais si tu n'as pas l'information par rapport à ce qui est possible que tu fasses, tu ne pourras pas le faire. Donc déjà, je dis un grand bravo à la team SFO. Donc moi, c'est Brice Thiofo, comme c'est mentionné sur le poster. Je suis PhD student ici à l'UM6P au département de physique appliquée, School of Physics and Applied Engineering. Donc, avant d'arriver ici, j'étais au Cameroun, à l'université de Thiam. C'est de là que je postule pour la bourse du PhD ici et j'obtiens ma bourse. Donc, je suis là depuis 2022 et par la grâce de Dieu, j'espère finir l'année prochaine. Donc, pour pouvoir vous parler de l'UM6P, on a préparé quelques diapositives parce qu'il y a assez de choses à dire sur l'université et vous aurez le temps avec moi. Je sais pas si vous voyez mes diapos. Oui, oui. OK. Oui, Donc, il y a tellement de choses à dire que le dire sans présentation, ce serait assez complexe à comprendre pour tout le monde. Et ce sera très difficile de pouvoir expliquer au vu de du nombre de programmes qui y sont présentés et des différentes bourses qui y sont. Donc, là, je vais partager. OK. OK. Je pense que tout le monde voit les diapos. oui, Ouais. très bien. Merci. OK. C'est très beau. Donc, en gros, l'UM6P, comme Perez l'a dit, c'est une université qui a été créée depuis 2017. Donc, c'est une jeune université africaine. Mais il y a des jeunes enfants qui courent plus vite que les grands. C'est ce que je vais dire, c'est ce que je retiens de l'UM6P parce que l'UM6P, c'est une jeune université. Bien qu'elle soit jeune, c'est une université qui est très, très ambitieuse et qui ne lésigne pas sur les moyens à mettre en jeu, en fait, pour pouvoir atteindre ces différents objectifs. Et ici, ça peut se voir simplement par les différents partenaires qui sont signés. À peine cette université a pris naissance que elle a déjà de nombreux partenaires avec des meilleures universités dans le monde. L'université, ils m'ont réussi, c'est en partenariat avec le MIT, où de temps en temps, ils envoient des cohortes d'étudiants. Ils sont en partenariat avec Harvard, ils sont en partenariat avec EPFL en Suisse, ils sont en partenariat avec l'université Sherbrooke. Bref, tout ce qui concerne les mines, ils sont en partenariat avec l'université Georgetown aux États-Unis, juste pour citer ces quelques universités. Donc, déjà, à partir de là, on peut déjà voir, en fait, quelle est, quelle est la portée de leur ambition, en fait. Ils sont très ambitieux, donc, du coup, ils préfèrent traiter avec les grands. Et je sais qu'à force de traiter avec les grands, forcément, tu deviendras grand. Dis-moi avec qui tu marches et je saurai qui tu es. Donc, je pense que c'est ce principe. Et sur le plan de l'Afrique, déjà, pour le dernier classement, si je prends par exemple le dernier classement du Time Higher Education qui est sorti dernièrement, ils sont premiers en Afrique du Nord et ils sont classés top 500 dans les universités. Sur le plan mondial, ils sont classés top 500. Sur le plan du QS ranking, ils étaient quatrième au niveau de l'Afrique. Donc, vous voyez que c'est une université qui, c'est vrai, elle est jeune, mais c'est une université qui a vraiment une vision qui est hors norme. Et comme je le disais, ils ne lésinent pas sur les moyens. Ils ne font pas, ils mettent tous les moyens en jeu, en fait, pour cela. Donc, comme on dit, c'est une université qui est récente ambitieuse. À la base, c'est une université qui est très orientée recherche, mais pas recherche comme on l'a fait dans nos différentes universités. Genre, on fait la recherche pour la recherche et qui ne va pas changer le monde. C'est que la recherche, elle est vraiment appliquée sur des thématiques mondiales. Si je prends par exemple le cas de Pérez maintenant, il travaille sur une thématique
qui est mondial, le changement climatique. C'est une problématique actuelle. Si je prends par exemple mon cas, moi je travaille euh, sur, sur des nouveaux matériaux qui seront utilisés pour des semi-conducteurs au vu de l'avancée de la technologie et que le silicone est déjà en train d'être dépassé comme matériau utilisé pour les semi-conducteurs. On est en train de travailler sur de nouveaux matériaux qui pourront remplacer le silicium. Donc, moi, je travaille sur la synthèse de ces matériaux-là. Donc, en fait, tout ce qu'on fait est orienté pour un but précis. Ce n'est pas juste la recherche pour faire de la recherche genre théorique et tout, on ne sait pas quand est-ce qu'on va l'appliquer. Et aussi, c'est une université qui est panafricaine en Afrique et elle ouvre plus ses portes aux Africains. Nous, on est vraiment orienté vers l'Afrique. La preuve, c'est le nouveau campus qui est construit au niveau de la Côte d'Ivoire, à l'université Houphouët-Boigny. Donc, c'est une université qui inclut vraiment les Africains dans son process. Et comme on va le voir tout à l'heure, il y a près de 40 nationalités qui sont représentées sur le campus. C'est une université polytechnique avec les formations post-bac et ingénierie. Et vraiment, il y a un hub d'innovation qui est avec un très grand hub d'innovation. Ici, si je veux prendre par exemple, il y a une InnovX qui sont des entreprises qui sont là pour les innovations. Il y a le StatGate qui permet en fait à des entrepreneurs, à des jeunes qui ont des idées d'entreprise de pouvoir les accompagner dans leurs idées. En fait, il y a tout cet écosystème qui est mis en place pour pouvoir favoriser l'innovation au niveau des jeunes. Donc, comme je le disais, l'UM6P, actuellement, a 16 facultés avec les écoles, 42 programmes académiques, et pour le moment, nous sommes près de 7200 étudiants. Et parmi les 7200, 10% de ces étudiants sont des étudiants internationaux et les nationalités qui sont représentées sont près de 40. Donc, les portes sont ouvertes, pas seulement aux étudiants camerounais, mais à tous les étudiants africains. L'année passée, pour les candidatures, que ce soit pour les programmes master ou pour le programme master, ingénieur et post-bac, il y avait près de 40 000 candidatures pour les bourses. Donc, ce n'est pas une chose facile à intégrer. L'université devient de plus en plus compliqué parce que le potentiel de l'université, ça se voit. Son ambition, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est très énorme, elle est au-delà de ce qu'on peut imaginer et ça attire beaucoup de personnes. Donc, chaque année, le nombre de personnes qui postulent pour y entrer ne fait qu'augmenter. Je pense que cette année, il y aura plus de 60 000 parce que je pense que le président faisait une réunion la semaine passée et il disait que on a ouvert les candidatures, ça fait moins d'un mois que les candidatures sont ouvertes. Il y avait déjà, il y a de cela 2 semaines qu'il faisait la réunion, on était déjà à plus de 9 000 candidats. Donc, vraiment, l'intérêt pour l'université est très grandissant. Donc, les différents programmes de l'université, déjà aussi, c'est au niveau de la pédagogie. Ce n'est pas juste de la science pour faire la science, mais c'est plus du learning by doing. C'est-à-dire, tu n'es pas juste en train de faire des choses abstraites que tu ne touches pas, mais on mise plus sur des projets. Donc, à chaque cours que tu fais ou à chaque thématique que tu abordes, que vous allez aborder en classe, il y a des projets réalistes qui vont avec ça. Donc, ça fait en sorte que tu puisses toucher du doigt, en fait, ce que tu es en train de faire. Les étudiants sont préparés dans le monde professionnel. Les stages sont donnés aux étudiants. Les étudiants ont des stages. Ils ont la possibilité, même dans certaines écoles, de pouvoir aller faire des stages à l'étranger. Si je prends par exemple le cas de l'EMIN, il y a 2 étudiants qui viennent de l'EMIN ici, Junior qui est sorti de l'EMIN. Il y a Netson aussi qui est sorti de l'EMIN, qui sont des Camerounais. Il y a Laura qui est à l'EMIN. Et à l'EMIN, il y a je pense au niveau 3, vous avez la possibilité de faire des stages à l'étranger. Et ces stages sont payés par l'université. C'est l'université qui t'envoie en stage. Donc, ton billet d'avion, ta nutrition, ta location, tout est pris en charge par l'université. Donc, je pense que c'est toutes ces facilités que l'université offre qui font vraiment de cette université ce qu'elle est et ce qu'elle est en train de devenir actuellement. Donc, l'expérience étudiantine, elle est très épanouissante. Ici, tu as tout ce dont tu as besoin, quel qu'en soit le sport que tu pratiques, par exemple, tu vas toujours voir ce que tu fais, que ce soit football, que ce soit basket, que ce soit tennis, que ce soit natation, quel qu'en soit ce que tu fais, tu vas trouver le nécessaire, l'équipement nécessaire pour le faire sur ce campus. Et je m'amuse toujours
quand on est souvent en train de discuter, on s'amuse toujours avec les gars, se dit comment est-ce qu'on va faire pour s'intégrer lorsqu'on va sortir de l'université? Parce que tu es dans une université où tout est payé, tu ne payes rien, que ce soit rien en termes de facture. Tu utilises la clim, tu utilises le chauffage comme tu veux et tout, que ce soit la connexion, le campus, il est totalement connecté. Dans tous les coins du campus, tu ne vas pas manquer la connexion. Donc, on se demande comment est-ce qu'on va faire si on commence à payer les factures. Donc, c'est généralement ça qu'on est en train de discuter, on rigole un peu avec. Donc, il y a une large gamme de services qui sont mis à la disposition des étudiants. Quel qu'en soit ce que tu as, quel qu'en soit le problème que tu as, les étudiants sont prioritaires. Et ici, bon, on donne la chance à tous les étudiants brillants de pouvoir poursuivre des études de qualité. Ici, c'est plus le côté bourse. Parce que l'université ne peut pas dire, elle offre des bourses, mais l'université n'est pas que pour les boursiers. Parce qu'il y a des gens qui payent pour être à l'université. Et un point important ici, c'est que l'université mise sur la qualité des étudiants qu'ils recrutent. Ça veut dire que même si tu payes, tu dois avoir un certain niveau pour être admis à l'université. Ce n'est pas parce que je paye que je peux me retrouver peut-être avec 10 de moyenne au bac et je vais dire, OK, j'ai mes moyens, je peux payer pour entrer dans cette université-là. Tu ne vas pas entrer. Donc, bien que tu peux payer, il faudrait que tu aies le niveau requis, en fait, pour pouvoir accéder, pour pouvoir être admis à l'université. Sur le process d'admission, on va le voir tout à l'heure. Donc, en fait, ça, c'est ce que l'université offre. Les différents programmes académiques sont les suivants, puisque tout à l'heure, j'ai parlé de 42 programmes. Et l'université en elle-même, elle est divisée suivant quatre différents pôles. On a le pôle sciences et technologies, on a le pôle médical et paramédical, on a le pôle sciences humaines, économie et sociales, on a le pôle business et management. Pour le pôle sciences et technologies, les écoles de ce pôle-là, c'est les mines, qui est l'école School of Industrial and Management, c'est le management industriel. On a le College of Sustainability, Agriculture and Environmental Science, tout ce qui est agriculture et sciences environnementales. On a le College of Computing pour tout ce qui est informatique. On a Green Technology Institute pour tout ce qui est énergie renouvelable. On a SAPUSD, c'est l'école d'architecture. On a l'ISTTI, qui est Institute of Science, Technology and Innovation. Ici, on a maintenant dans cette école, on a maintenant plusieurs programmes académiques qui seront présentés tout à l'heure. Au niveau du pôle médical et paramédical, on a l'Institut supérieur des sciences biologiques et paramédicales. Ici, c'est soins infirmiers. Tout ce qui est soins infirmiers, licence en soins infirmiers. Et on a la faculté de médecine. Et en faculté de médecine, on a deux formations, qui est la formation en médecine et la formation en Doctoral of Medicine and Pharmacy, Doctoral in Pharmacy, donc en pharmacie et en médecine générale. Au niveau du pôle sciences humaines et économiques, on a la FGES, qui est tout ce qui est gouvernance, sciences économiques et sociales. Donc, et au niveau du pôle business et management, on a African Business School, on a School of Hospitality and Business Management, c'est tout ce qui est hospitalité. Science of Collective Intelligence, ici, c'est un programme qui est accessible par tout le monde parce que c'est plus un programme au niveau plus un programme, si je vais dire, philosophique. Donc, c'est plus des réflexions, des normes d'éducation, discuter un peu sur des problématiques généralisées. Donc, c'est plus ceux qui ont un esprit critique, en fait. Et Story School et le Maïs Center, c'est tout ce qui est culture. Et maintenant, on a le CEDOC. Mais pour cette présentation, on s'est attelé juste sur post-bac et euh, ingénierie et master, le programme de master. On ne parle pas des programmes de PhD, mais sinon, on a un CEDOC qui gère tout ce qui est PhD. Donc, pour cette année, les différents programmes qui sont ouverts sont les suivants. Oh, non, ok, désolé. Les différents programmes qui sont ouverts, on a le cycle préparatoire. Concernant le pôle sciences et technologies, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était quatre différents pôles. Concernant le pôle sciences et technologies, on a le cycle préparatoire intégré au cycle d'ingénieur management. C'est à l'EMIN. Ça, c'est pour tous ceux qui ont un bac scientifique. Ici, le cycle préparatoire intégré veut dire tu vas faire tes 5 ans. Ça veut dire si tu es admis en première année, tu vas passer euh, tout ton cycle, toutes tes 5 années directement. Parce qu'il y a, je pense, dans la plupart des pays dans le monde, et ici au Maroc, il y a ce qu'on appelle les classes préparatoires. C'est genre, je vais faire 2 années de classes préparatoires et je peux composer pour intégrer un cycle ingénieur de mon choix dans une école que je veux, que ce soit ici au Maroc, que ce soit à l'étranger.
Ici, à l'EMIN, c'est un peu comme à Polytechnique au Cameroun. Genre, quand tu réussis au concours à l'entrée, tu fais tes 5 années directement et tu sors. C'est ce qu'on appelle le cycle préparatoire intégré. Ici, c'est tout ce qui est management industriel. Et là, c'est la même chose avec le cycle ingénieur en computer science, tout ce qui est informatique, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi un cycle préparatoire intégré. Donc, dès que je suis admis en première année, je vais poursuivre mon cursus jusqu'à la fin de mes 5 ans pour avoir mon diplôme d'ingénieur. C'est la même chose avec le cycle préparatoire intégré. Et, oh, si je rappelle, à l'EMIN, on a une Camerounaise qui y est actuellement et il y a d'autres nationalités. Donc, et c'est Laura. Je pense qu'elle est dans le chat. Et au niveau du cycle préparatoire intégré en computer science, pour le moment, on n'a pas de Camerounais, je pense pas, mais et d'autres nationalités aussi, je sais pas si, non, je pense pas qu'il y ait aussi d'autres nationalités parce que c'est un cycle qui a ouvert seulement l'année, ça c'est la première, l'année 2020, 2024-2025, c'est la première année de ce cycle préparatoire. Donc, pour la prochaine cohorte, ce sera la deuxième promotion. Au niveau du cycle préparatoire intégré en génie chimique, minéralogie et biotechnologie, ça c'est sa première année également. Et là, on a 3 Africains qui y sont actuellement, et là, parmi lesquels on a une Camerounaise. La formation là-bas, c'est en 5 ans. C'est aussi un cycle préparatoire, avec un cycle intégré, cycle ingénieur, avec la préparatoire intégrée. Le cycle, on a l'école d'architecture, SAP+D, qui est qui se fait sur 6 années. Ce n'est pas 5 ans comme les autres, c'est 6 années pour avoir son diplôme d'architecte. Le cycle préparatoire intégré en cycle de génie agricole, c'est tout ce qui est ingénieur agronome. Et ici, la chance qu'on a, c'est que, comme je disais, vous avez tout le matériel à votre disposition, tout le nécessaire. Par exemple, pour ceux qui font ESAF, génie agricole, vous avez une ferme expérimentale qui est à côté. Donc, toutes vos pratiques agricoles, toutes les techniques agricoles que vous pourriez apprendre à l'école, vous allez l'expérimenter au niveau de la ferme agricole. Donc, vous avez carrément un écosystème qui est complet. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs, vous n'avez pas besoin de matériel ou quelque chose. Il n'y a rien qui va manquer, en fait. Tu as tout le nécessaire pour ta formation. Et également, je pense qu'il y a cette école qui va ouvrir pour cette année, le Bachelor of Science in Applied Mathematics and Business. C'est une école qui va ouvrir cette année. Et c'est rattaché aussi à l'IST. Et ça, c'est concernant les programmes qui sont post-bac pour le pôle sciences et technologies. Pour le programme ingénieur, il y a le cycle ingénieur de mines. Ici, tu peux entrer ayant fait tes 2 années de classe préparatoire ailleurs ou ayant une licence en mathématiques ou en physique dans une faculté. Tu peux postuler. Si tu es retenu, tu vas entrer. Et si tu n'es pas retenu, ce sera dommage pour toi. Mais je pense que la condition ici, c'est vraiment l'excellence. Avoir de très bonnes notes, ça, c'est la base. Le cycle ingénieur en computer science, c'est la même chose. Tu peux faire 2 années de classe préparatoire ailleurs et tu vas venir juste composer pour pouvoir, tu vas juste postuler pour pouvoir intégrer le cycle ingénieur en computer science. Ici, je pense les licences qui sont admises ici, c'est licences en mathématiques et en informatique. Maintenant, il y a cette dernière école qui va ouvrir. C'est une école qui est rattachée à mon département. À ce que je fais, c'est le cycle ingénieur en physique appliquée. Donc ici, on va former des ingénieurs en physique, tout ce qui est montage des cartes mères, tout ce qui est circuit intégré, tout ce qui est physique de l'espace, tout ce qui est physique nucléaire, on fait des ingénieurs en physique nucléaire, en physique des hautes particules, tout cet écosystème parce que l'école est rattachée au CERN, qui est le plus grand centre de formation en physique nucléaire. Donc, c'est cette école, notre école, elle ouvre en septembre 2025. Donc, ce sera la première promotion. Et pour pouvoir accéder, c'est une licence en physique, une licence en mathématiques, ou alors tu as déjà fait un cycle préparatoire. Tu as fait des 2 années de cycle préparatoire, que ce soit CPG ou MPSI. Donc, si tu as déjà fait tes 2 années de cycle préparatoire, tu peux postuler pour pouvoir intégrer l'école. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne le cycle ingénieur pour le pôle sciences et technologies. Pour le programme, les programmes de master, on a le master en ingénierie électrique pour les énergies renouvelables. Ça, c'est GTI, master en technologie industrielle pour l'usine du futur. En fait, ça, c'est tout ce qui concerne les licences, que ce soit licences professionnelles, en
en électricité, en électrotechnique, soit en physique ou en énergie renouvelable, en fait, tout ce qui est relatif aux énergies renouvelables ou au circuit électrique. Si c'est que tu as une licence dans ces domaines-là, tu peux postuler aussi le master en ingénierie des bâtiments verts. Ça, c'est ça plus D. Ça, c'est tous ceux qui ont une licence, que ce soit en génie civil ou alors en l'électricité également. Donc, tout cela, ils peuvent postuler à SAPLUSD, qui est le département de, comme je disais tantôt, d'architecture. C'est l'école d'architecture. C'est un master qui est relatif à l'école d'architecture. Bon, on va pas parler du programme doctoral, puisque ça ne nous concerne pas. Et maintenant, du moins pour cette session, pour les programmes scientifiques, les programmes spécifiques maintenant, il y a le programme du 1337, qui est une école de coding. Ici, c'est une pédagogie un peu particulière parce qu'ici, il y a pas, tu n'as pas d'enseignant, tu n'as pas de diplôme. C'est pour ceux qui sont vraiment les fans du coding, comme on appelle ceux qu'on appelle généralement les geeks, en fait. Donc là, il y a le process pour pouvoir accéder à cette école est un peu particulier. Tu vas t'inscrire sur la plateforme en ligne, tu vas faire ton test en ligne. C'est un test de 2 heures. Et si tu réussis ton test de 2 heures, tu réussis ton test, tu seras appelé pour une interview et tu pourras intégrer l'école. Et l'école, elle est, particulièrement au 1337, l'école, elle est totalement gratuite au 1337. Dès que tu as accès, il n'y a personne qui paye l'école là-bas. C'est totalement gratuit et c'est pour les codeurs. Au niveau, il y a le programme d'Education Fellow. Le programme d'Education Fellow, c'est un programme qui est relié à l'EMIN. C'est pour ceux qui ont déjà eu le diplôme d'ingénieur et qui veulent enseigner, en fait. Donc, c'est un programme d'enseignement pour ceux qui ont déjà eu le diplôme d'ingénieur à l'EMIN. Bon, le Master of Engineering Material, c'est le master même. C'est relié au département de sciences de matériaux, ici à l'université MSN. C'est un programme totalement en anglais. Et pour pouvoir avoir accès à ce programme, je pense que tu dois déjà avoir un master en tout ce qui concerne material science and chemistry. Euh, chemistry, bachelor in chemistry, in physics, and also you can, if you have a bachelor's in material science, you can apply for this program. Et le programme STEP, c'est un programme qui est lié avec le programme Massy. Ici, bon, j'ai pas trop d'informations pour savoir comment ça se passe, mais je sais que généralement, pour cette année, il y a un Camerounais qui suit ce programme-là. C'est pour préparer, il y a une partie de ce programme qui prépare les enfants qui n'ont pas réussi, par exemple, le concours de College of Computing. Si peut-être j'ai postulé pour College of Computing et que je n'ai pas réussi, là, je peux être reversé et que j'avais vraiment de bonnes moyens, je peux être reversé dans le programme Setup et c'est une année préparatoire. On va te préparer pendant ces une année pour que tu puisses repasser le concours l'année qui suit. Et durant cette année préparatoire-là, tu es boursier en fait. Donc, ça, c'est concernant le pôle santé. Ça, c'était concernant le pôle sciences et technologies. Concernant le pôle santé, on a le doctorat en médecine, le doctorat en pharmacie et la licence en soins infirmiers. Tous ces programmes sont en anglais au niveau du doctorat en médecine et en pharmacie. La formation est 100% en anglais, mais l'anglais n'est pas requis à l'entrée. Donc, on va pas te demander peut-être est-ce que tu as un test de langue, est-ce que tu as tel niveau en langue pour pouvoir accéder au programme? Non. Durant ta formation, tu as des cours d'anglais que tu fais pour pouvoir te mettre à niveau. Donc, ici, la barrière de la langue n'est pas un problème, mais sache que la formation se fait totalement en anglais. Concernant le pôle business et management, pour le post-bac, le seul programme de post-bac ici, c'est en hospitalité, School of Hospitality and Business Management, SHBM. C'est tout ce qui est gestion des hôtels, et tout ce qui est chef cuisinier, donc en fait, tout ce qui concerne la gestion de l'hôtellerie, tout ce qui est hôtellerie, c'est cette école-là qui gère. Et la formation ici aussi, elle est 100% en anglais. Par rapport au programme de master, on a le master en Collective Intelligence, le master en Agribusiness and Innovation, par exemple, par rapport au master en Business, en Agribusiness and Innovation, où les potentiels candidats sont ceux qui ont peut-être un bachelor ou un équivalent en agriculture, en sciences environnementales, en économie, en business et en management. Donc, tous ceux qui ont un bachelor ou une licence dans ces domaines-là peuvent postuler pour ce master. Le master en management international, également tout ce qui est économie et, et gestion.
vous pouvez postuler pour ce master. En fait, il y a tellement de programmes que lorsque vous voyez un programme qui vous concerne, vous pouvez aller sur le site, vous allez voir toutes les informations qui sont reliées au programme. Parce que s'il faille détailler toutes les informations qui sont reliées au programme ici, je pense que pour chaque programme, puisque ce sont des programmes différents, ça va nous prendre peut-être 3 à 4 heures et ce sera très exhaustif. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque fois qu'on touche un programme qui relaie, qui vous attire et que vous avez envie, vous pouvez juste relever le nom du programme, vous allez regarder ou alors après vous poser la question relativement à ce programme-là. On a aussi le Master in Financial Engineering, ça c'est tout ce qui est finance. Et je pense que pour postuler, il faut d'avoir une licence en finance ou en économie pour pouvoir postuler à ce programme-là. Donc, la formation là-bas se fait 100% en anglais. Et ici, contrairement au pôle santé où l'anglais n'était pas un prérequis, ici, l'anglais est un prérequis. Au programme du pôle Business and Management, l'anglais est un prérequis pour avoir accès au programme. Donc, tu dois justifier par un test de langue que tu maîtrises l'anglais. Par rapport au pôle sciences, économie et gestion, on a la licence en économie appliquée, la licence en sciences politiques, licence en sciences comportementales pour des politiques publiques, la licence en relations internationales et la licence en droit public. Ça, ce sont les différents, pour ceux qui posent bac, en fait. Et ici, je pense que tous les baccalauréats sont les bienvenus. Ici, il n'y a pas une préférence au niveau du baccalauréat. Mais ceux qui ont un baccalauréat peut-être technique, genre peut-être en économie, parce que je sais qu'au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le baccalauréat G2. Je pense que G2, c'est un baccalauréat en économie. Vous avez plus de chances par rapport à ces différents programmes-là. Mais sinon, les autres programmes aussi, puisque c'est un programme post-bac, les autres bacs sont aussi acceptés. Par rapport au programme de master, les masters qu'offre la FIGSES, on a le Master in Behavioral and Social Science for Public Policy, Master of Global Affairs, Political Science, le Master en Analyse économique et politique des politiques publiques, le Master en économie quantitative. Bon, bref, ça, c'est tous les différents programmes. Moi, je ne vais pas vous donner exactement quels sont les prérequis, mais je sais que ces différents programmes-là, pour tous ceux qui ont déjà fait une licence en finance, en économie, en gestion, tous, toutes ces licences-là pour ces programmes-là, ils sont admis pour ces différents programmes-là. Mais il faudrait vraiment, pour chaque programme, aller se rassurer que j'ai les prérequis nécessaires pour tel programme. Et pour cela, tu dois prendre le programme que tu veux faire et tu vas directement, tu vas peut-être sur Google, tu vas taper UM6P FGSES. Dès que tu tapes UM6P FGSES, ça va te ramener aussi de la FGSES et tu vas voir tous les différents programmes qui sont présentés par la FGSES et tu prends les prérequis pour chaque programme. Bon, pour les programmes doctoraux, on n'en parlera pas aujourd'hui. Bon, ça, c'est concernant tous les différents programmes qui sont proposés par l'université. Maintenant, peut-être la vie sur le campus, on a deux différents sites. Le site de Rabat, ici au Maroc, le site de Rabat, c'est le site sur ce site, on a les différentes écoles qui concernent tout ce qui est gestion, économie et gestion, FGSES et ABS, comme présenté précédemment, au campus de Rabat. Et au campus de Benguiri, maintenant, on a tout ce qui est euh, Merci. est, est, CS2. STEM, Mm. sciences techniques et mathématiques. Donc, tout ce qui est ISTI, tout ce qui est programme mathématiques, sciences, physique, informatique, tout ce qui est scientifique là, c'est dans le pôle de Bengueri. Bon, les différentes infrastructures, parce que je pense que c'est sur la base de ces infrastructures que le QS ranking de l'université on a eu un des meilleurs classements en Afrique au niveau du QS ranking. C'est par rapport aux différentes infrastructures que offre l'université. Donc là, on a une bibliothèque gigantesque. Donc, tu as tous les manuels à ta disposition, quelle qu'en soit la discipline. Et également, tu as la possibilité même de commander des livres que tu veux par la bibliothèque et la bibliothèque va te faire livrer le livre, en fait. Donc, quel qu'en soit ce que tu veux, tu as la possibilité de pouvoir l'obtenir. Ici, c'est qu'il n'y a pas de manuel que tu as à ta disposition. Mais sinon, la bibliothèque, elle est assez fournie, telle que présentée là. Tout ce qui est infrastructure sportive pour pouvoir se relaxer, parce que le sport, c'est du bien-être.
Ça, c'est par exemple une image de la piscine de l'université. On a une piscine semi-olympique. Et tout ce qui concerne la gestion de santé, infirmerie et tout, on a une très belle équipe parce que déjà, chaque étudiant est assuré. Chaque étudiant est assuré. Si je prends par exemple, pour ma petite expérience, par exemple, moi, quand je suis rentré au Cameroun en 2023 et quand je suis revenu du Cameroun de vacances, j'avais oublié que mes anticorps étaient déjà assez fragiles, quoi. Donc, j'ai chopé un palu qui s'est manifesté peut-être 3 semaines après mon arrivée. Au départ, on s'est dit, bon, ah, peut-être c'est le Covid. Mais quand on s'est rendu compte que c'était le palu, moi, je vais pas, parce que déjà, si pour ceux qui sont en Europe, ils savent que le palu ne se traite pas de la même façon en Europe comme dans nos différents pays, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus différent en fait, la manière d'aborder la maladie, parce qu'ils ont fait tout pour éradiquer en fait cette maladie-là dans les différents pays. Et c'est ce qui s'est passé ici. Donc, du coup, quand on s'est rendu compte que j'avais le palu, on m'a, on m'a envoyé dans un hôpital spécialisé où est-ce qu'ils traitent, parce qu'ils ont des hôpitaux spécialisés où ils traitent le palu en fait. Ce n'est pas dans n'importe quel hôpital, tu ne vas pas te coucher dans n'importe quel hôpital, tu ne peux pas aller peut-être genre dans une pharmacie comme peut-être au Cameroun où tu vas dire, OK, je vais te le remettre pour le palu. Ce qui s'est passé, c'est que on m'a conduit, l'université avec son ambulance m'a ramené à l'hôpital avec une infirmière à mes côtés. On a pris soin de moi. Quand elle m'a laissé à l'hôpital, je n'ai jamais été dans un hôpital aussi joli. Parce que ça, c'est la première chose. Parce que j'étais dans la chambre dans laquelle, par exemple, moi, on m'avait logé. Tu avais l'impression que c'est une chambre présidentielle, quoi. Tu étais dans une chambre très hyper vaste dans laquelle tu peux recevoir au moins 15 personnes qui viennent te rendre visite à la fois. Et ils sont bien assis. Tu as un salon pour toi, tu as un coffre-fort, tu as un frigo, tu as tout le nécessaire en fait. Et cet hôpital, c'était vraiment un hôpital de référence et c'est très cher. Mais je n'ai pas sorti 5 francs de ma poche. Je n'ai rien payé, même 5 francs, je n'ai pas payé. L'université s'est chargée de tout faire, de tout prendre en charge. Parce qu'à la fin, je me disais, ah, qu'est-ce que je vais faire? Souvent, même, on te dit, OK, l'assurance peut gérer, tu peux gérer et après, l'assurance va te rembourser. Mais je me suis dit, s'il faille même que je gère ça, vu la facture que j'ai reçue, moi, je m'apprêtais déjà à travailler, quoi. Je disais, Jacob, bon, OK, quel est le travail qu'on peut me donner ici à l'hôpital, je vais pour rembourser. Mais à ma grande surprise, en fait, l'université a géré ça sans que je ne puisse. On m'a simplement dit, OK, la facture a été gérée, tu peux rentrer. Donc, c'est pour dire à quel point ils prennent en. Ils, euh, ils mettent l'humain au centre de l'affaire et ils savent comment est-ce qu'ils gèrent avec les ressources humaines. C'est vraiment. La gestion des ressources humaines, elle est vraiment particulière ici. Donc, qui c'est sur ce côté-là, je tiens un coup de chapeau à l'université. Donc, il y a une équipe qui est à la disposition des étudiants, que ce soit 24 heures sur 24. S'il y a un problème qu'ils ne peuvent pas gérer, il y a des ambulances qui sont là, on va te ramener à l'hôpital. Donc, les différents services qui sont offerts, on a le Language Center, des cours de langue sont donnés sur le campus. Donc, tu peux apprendre la langue que tu veux. Bon, quand je dis que tu veux, c'est plus pour les études. Si tu fais des cours d'anglais, par exemple, pour nous les doctorants, il y a des cours d'anglais qui sont donnés et même des cours de langue locale parce qu'ici, c'est le Darija qui est le plus parlé. Je pense que cette année, ils ont mis des cours de Darija. On a l'Open Mind Library, le Career Center, Sport Department, tous les sports nécessaires. On a la SOL qui gère tout ce qui est étudiant, club d'étudiants et tout le reste, le Sustainability Development. Donc, en gros, ça, c'est les différents services qui sont offerts par l'université, comme je le disais tantôt. Maintenant, je pense que le point qui nous retient le plus, c'est la bourse. Parce que pour la majorité des gars qui vont postuler, c'est la bourse. Mais il faut rappeler aussi, peut-être il y a des gens qui peuvent payer les différentes formations. Mhm. Ici, les différentes formations, comme je l'ai dit, c'est vrai, tu peux avoir tes moyens pour payer, mais il faudrait quand même que ton enfant ait, ou alors que l'étudiant ait un certain niveau. Donc, concernant les différentes formations, en majorité, à part la faculté de médecine qui coûte 130 000 dirhams par an, les autres écoles, c'est 75 000 dirhams avec 5 000 dirhams d'inscription. Si on veut faire, par exemple, on va dire 80 000 dirhams pour les autres écoles, hormis la fac médecine, ça va faire 80 000 dirhams qui revient à peu près à 5 millions par an. Mais l'université sait en fait que
il y a des enfants qui sont intelligents, mais qui n'ont pas les moyens. C'est la raison pour laquelle il y a un dispositif de bourse qui est mis pour eux, pour les enfants qui n'ont pas les moyens. Et le dispositif de bourse, c'est sur deux critères. On a le critère social et on a le critère d'excellence. Le premier critère d'abord, c'est le critère d'excellence. Comme je le disais tantôt, pour accéder, que ce soit post-bac ou licence, il y a des concours qui sont faits. Pour les étrangers, par exemple, il y a ces deux phases. La première phase, c'est la phase où vous postulez en ligne. Lorsque vous postulez en ligne, vous postulez sur la base d'un dossier. On va évaluer votre dossier. Ça, c'est la présélection. Et ça, si vous êtes présélectionné, maintenant, vous allez passer au concours écrit. Vous allez faire le concours et le concours se fait dans les différents pays. Donc, le concours ne va pas se venir se faire ici au Maroc, ça va se faire en ligne, en fait. Si tu réussis maintenant au concours, c'est à ce niveau-là que tu peux maintenant candidater pour la bourse. Si tu es parmi les 10 premiers, par exemple, concernant la bourse d'excellence, tu es parmi les 10 premiers, il y a un pourcentage qui t'est, peut-être on va dire, OK, le premier, peut-être il a une réduction de 50% de ses frais de formation. Donc, ça veut dire que si je devais payer 80 000 dirhams et que je suis premier, par exemple, on me dit, OK, 75% sont pris en charge par la fondation qui gère la bourse, qui est la fondation Ibn Roche. Donc, on peut dire j'ai une exonération de 75% ou alors 50%. Au fur et à mesure que le rang diminue, le pourcentage diminue jusqu'à peut-être au dixième. Ceux qui sont après le dixième, ils n'ont pas droit à la bourse d'excellence. Maintenant, ta bourse d'excellence peut couvrir même tous tes frais de scolarité ou une certaine partie. Maintenant, je peux cumuler deux bourses, la bourse d'excellence et la bourse sociale. La bourse sociale, maintenant, c'est pour des cas nécessités, pour les étudiants dont les parents n'ont pas assez de moyens pour pouvoir payer leur scolarité ici. Maintenant, tu vas donc fournir un dossier qui montre que tes parents ne sont pas en mesure de pouvoir payer tes frais de scolarité en donnant peut-être, genre, le salaire annuel de tes parents, tu vas redonner les fiches des impôts. En fait, il y a un ensemble de documents qui te sont demandés qui prouvent qu'en fait, ton parent peut-être ne travaille pas, ou alors ton parent a un revenu qui est assez modeste et qui ne pourra pas te permettre de pouvoir gérer tes frais de scolarité durant toute ta formation. Et à ce moment donné-là, on va calculer en fonction de ça et des revenus de tes parents, on va calculer un pourcentage qui te sera déduit de tes frais de scolarité. Ça peut arriver que tu aies même jusqu'à 100% au niveau de la bourse sociale. Donc, ça peut être que je n'ai pas la bourse d'excellence, mais j'ai 100% au niveau de la bourse sur le plan social, en fonction des revenus de mes parents. Et la bourse d'excellence aussi, ça, c'est un autre pan, c'est que la bourse d'excellence ne regarde pas si mes parents ont les moyens ou pas. Donc, même si mon père, c'est Elon Musk et que je suis premier, je vais obtenir la bourse d'excellence. On ne va pas dire que comme ton père, c'est Elon Musk, vous avez assez d'argent, tu dois payer. Non. La bourse d'excellence ne regarde pas si ton père a l'argent ou pas, mais la bourse sociale regarde si tes parents ont l'argent ou pas. Et je peux cumuler les deux bourses. Donc, je peux avoir peut-être la bourse d'excellence, supposons peut-être je suis même huitième au niveau du concours. Si je suis huitième, ce qui va se passer, c'est qu'on va me calculer mon pourcentage. Je peux calculer peut-être mon pourcentage, on dit c'est 50% que je dois payer. Mais 50%, peut-être genre de 5 millions, ça reste assez énorme pour un parent au revenu modeste. C'est quand même 2,5 millions. Ce qu'on va faire, c'est que la bourse sociale, si mon parent ne peut pas, va venir compenser les 50% là et ça va faire que j'ai une bourse de 100%. Donc, en gros, voilà un peu les deux critères, les deux différentes bourses qui sont offertes au niveau de l'université. Et ceci, c'est pour le post-bac et le cycle ingénieur. Que ce soit le cycle après le bac ou le cycle ingénieur, cette bourse, c'est comme ça que la bourse se fait, en fait. Donc, c'est quand je suis déjà admis que je vais pouvoir postuler pour la bourse. Et aussi, la bourse ne prend pas qu'en compte les frais de scolarité. Les frais de scolarité, comme je l'ai dit, ils sont mis à part. Et maintenant, le logement et la restauration. Lorsque j'ai la bourse à 100%, mon logement et ma restauration sont offerts gratuitement. Donc, chaque mois, j'aurai une bourse d'à peu près bon, si je veux parler en francs CFA, c'est 1 800 dirhams. Donc, c'est près de 100 000 francs pour pouvoir gérer ma restauration. Et le logement, l'université me donne le logement gratuitement. Je ne paye aucune facture. Donc, en gros, voilà un peu les différents critères que la bourse gère. Donc, pour rejoindre l'université, comment faire? Je pense que si quelqu'un est attentif, il saura déjà que j'ai déjà tout dit ça durant ma présentation. Donc, premièrement, voilà le site de l'université. Ça, c'est le site, ça, c'est où il faut aller.
umc6p.ma/apply. Quand vous allez aller, vous allez voir candidature, UMCP candidature 2025-2026 sur ce site-là. Et maintenant, sur ce site-là, vous verrez toutes les différentes écoles qui y sont. Après, lorsque vous aurez fait le choix du programme auquel vous voulez postuler, pour les post-bac, tu vas postuler. Ici, l'avantage qui est ici, lorsque tu postules, c'est que tu choisis directement, tu peux choisir 2 à 3 écoles auxquelles tu postules. Par exemple, je peux dire que je postule peut-être pour architecture, je postule pour College of Computing et je postule peut-être pour les mines. Je peux postuler pour les 3 écoles. OK? Donc, je peux postuler pour les 3 différentes écoles et ça se fait une seule fois. Ça ne veut pas dire que je vais partir candidater 3 fois. Ça veut dire que je vais donner les documents qui sont nécessaires. Et à vrai dire, je n'ai jamais vu pour une bourse une procédure aussi simplifiée pour candidater. La procédure, elle est vraiment simplifiée. Je vous assure qu'en 30 minutes, tu candidates. Si tu t'es connecté avec les documents qui sont nécessaires, parce que en majorité, ce qu'on va te demander, c'est que si tu es au niveau du bac, si c'est que tu n'as pas encore fait le bac et que tu es en terminale, en fait, tu vas donner c'est sous réserve de ton bac, tu vas postuler avec ton, ton relevé du probatoire et tu vas renseigner tes notes en mathématiques et en physique. Et maintenant, peut-être pour la faculté de médecine, maintenant, tu vas rajouter en biologie. Donc, voilà ce que tu vas renseigner dans la plateforme. Donc, tu vas d'abord créer un compte. Quand tu vas arriver sur le site de candidature, tu vas créer premièrement un compte. Lorsque tu vas créer ton compte, on va donner ton identifiant et la première connexion, durant ta première connexion, tu vas changer ton mot de passe. Quand tu vas changer ton mot de passe, tu vas maintenant avoir accès à la plateforme de candidature. Tu vas aller simplement, tu vas remplir différentes informations, nom, prénom, tout ce qui concerne ta personne, tout ce qui concerne tes parents, tout ce qui concerne maintenant au niveau ta formation, le diplôme que tu as obtenu, c'est quel bac que tu as obtenu, tu vas remplir tout ça et tu vas choisir les différents programmes pour lesquels tu veux postuler. Ce que je dis, comme je dis, tu vas choisir les différents. Donc, ce que tu dis, il y a identifier les écoles, ça veut dire que si je veux peut-être pour 2 écoles, je vais postuler, juste cocher les 2 écoles auxquelles je veux postuler et je finis ma candidature. C'est assez simple. Les documents qui seront demandés après sont des documents que tu as déjà en ta possession, soit tes bulletins de première, de terminale, et tu vas renseigner maintenant dans les champs qui sont requis tes moyennes de mathématiques et de physique. Selon le programme que tu veux choisir, les moyennes qui seront demandées, tu vas les renseigner en fait. Et après ça, lorsque tu as postulé, tu vas recevoir ton email de confirmation et tu vas juste patienter jusqu'à ce que si ta candidature n'est pas complète, forcément, on va t'envoyer un reminder pour te dire que ta candidature n'a pas été complète. À chaque fois, ce qui est bien, c'est qu'il y a un suivi. C'est que ceux qui n'ont pas les candidatures qui sont complètes, on va toujours t'envoyer, de temps en temps, on va t'envoyer un mail pour te dire, allez compléter votre candidature, allez compléter votre candidature. Là, lorsque c'est fini, la troisième phase, après ça, vous avoir déposé, comme j'ai dit, il y a une étude de dossier qui est faite par Les écoles. les différentes écoles, en fait. Oui, qui est faite par les différentes écoles. Et au sortir de là, maintenant, il y a des candidatures, des candidats qui sont sélectionnés. Ces candidats-là vont recevoir un mail pour leur dire qu'ils ont été retenus et qu'ils doivent peut-être passer le concours tel jour. On te dit le jour où tu vas passer le concours. Et avant que tu ne passes le concours, on va t'envoyer un lien pour, pour ceux qui sont à l'étranger, parce que c'est de ceux-là qu'on est en train de parler, pour ceux qui sont au Maroc, qui viennent directement à l'université composée. Mais pour ceux qui sont à l'étranger, ils vont aller, on va leur envoyer la procédure, comment ils vont se connecter en ligne pour pouvoir passer le concours, les épreuves en ligne. Lorsque tu as passé le concours maintenant en ligne, ce qui va se passer, c'est que si tu es retenu pour les candidats internationaux, ça c'est une particularité pour les candidats internationaux, c'est que tu vas faire un interview. Pour ceux qui sont ici au Maroc, par exemple, eux, ils passent le concours une seule fois, ils ne font pas d'interview. Mais pour ceux qui sont à l'étranger, vous allez faire une interview où on va vous poser peut-être 2 à 3 questions. Je pense que Michael était dans le jury des interviews l'année passée à College Computing. Je pense que Junior aussi était dans le jury. Donc, eux, ils savent un peu les questions qui sont souvent posées pendant l'interview parce qu'ils ont déjà participé au jury des différentes interviews. Donc, tu, tu vas passer l'interview et après ça, tu vas juste patienter les résultats pour les admissions. Si tu es maintenant admis, qui est la quatrième, si tu es admis après les interviews, on va maintenant te demander c'est où tu vas engager maintenant la procédure de bourse. Tu vas maintenant
soumettre ton dossier de bourse en ligne. Il y a les différentes pièces qui sont requises. C'est un dossier qui est assez long, mais la procédure, on la connaît déjà parce que on l'a traité l'année passée. Il y a des cas, on a traité un cas l'année passée, donc on a déjà toute la procédure en tête. Donc, dès que tu es arrivé ici, ce n'est pas un problème. On va suivre ton dossier. Dès que tu es arrivé ici, on va suivre ton dossier. Après ça, maintenant, l'inscription administrative avec le paiement des frais d'inscription. Bon, ici, ce qui va se passer, c'est il y a des départements qui exigent que tu payes les frais d'inscription pour se rassurer que tu vas venir, parce qu'il y a des gens peut-être qui peuvent obtenir tout, mais ils décident de ne pas venir à la fin. Donc, si tu veux, il y a certains départements qui vont vous exiger de payer, qui peuvent exiger de payer ça, mais il y en a qui n'exigent pas. Mais quand tu payes, si tu as une bourse, par exemple, la bourse totale, et que tu payes ces frais d'inscription qui revient à 5 000 dirhams, donc c'est à peu près 300 000 francs, quand tu arrives, on te rembourse. Parce que c'est un peu comme une caution, en fait. Si c'est que tu as payé ça et que tu es revenu, on te rembourse. Donc, en gros, voilà un peu tout le process. Et après ça, c'est fini. Bienvenue à l'université. Donc, je pense que voilà un peu dit. S'il y a des questions maintenant, je suis prêt à les répondre. Pas que je suis prêt, nous tous qui sommes à UM6P ici, nous sommes prêts à les répondre parce que peut-être il y a des questions dont peut-être je n'ai pas toutes les réponses en fonction de la question. Je pense qu'il y a plusieurs personnes ici qui pourront répondre aux différentes questions qui seront posées. Sinon, merci. Waouh. Juste à signaler que Brice a pris les exemples du Cameroun parce qu'il est camerounais Oui. et il a l'affinité pour le public camerounais. Mais ça ne veut pas dire que si tu es peut-être sénégalais ou ivoirien ou malien et que tu es connecté, c'est pas, l'université, c'est pour tout Tout le monde. Africain. Ouais, tout le monde, tout le monde. C'est le minimum. Faut être africain aussi. Il y a l'opportunité pour d'autres personnes, mais la priorité, c'est pour les Africains. C'est où on veut aussi Africa for Africans. Des ressources humaines qui est fabriquées par les Africains pour résoudre nos problèmes. Bon, Sandra, tu as quelque Bon, en chose? fait, je prenais aussi plus le cas des Camerounais parce que je pense qu'il y a Laura qui est connectée et qu'elle est camerounaise. Donc, ces gens, on n'est pas en train de parler pour parler, en fait. Tu vois? C'est OK. quelqu'un qui est là, en fait. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je touchais un peu plus les gens avec qui je peux directement discuter ou je peux me dire, OK, telle personne, est-ce que telle personne est vraiment là? Je vais te dire, OK, voilà telle personne qui est dans tel programme, tu vois. Mais sinon, OK. il y a toutes les nationalités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que dans les premières diapos, j'ai bien présenté qu'il y a plus de 40 nationalités qui sont présentes sur le campus. Mhm. Tu vois, donc, c'est pas juste des Camerounais. Ils sont nombreux. Je pense que la communauté la plus grande pour le campus, sur le campus pour le moment, c'est la communauté sénégalaise. Après, Après Rwanda. après, c'est la communauté rwandaise. Donc, la communauté camerounaise, c'est vraiment la communauté camerounaise concernant les post-bac et les masters, on est à la ramasse. On est presque les derniers même. On n'a rien. On a peut-être deux Non, ça c'est personnes ou vrai. trois Ça personnes. c'est vrai. Ok, merci beaucoup, Brice, pour cette brillante présentation. Vraiment, je suis très impressionné pour les slides que tu as préparés pour nous. Alors, cette deuxième phase, c'est la séance des questions-réponses. Donc, ceux qui ont des questions, vous pouvez les poser soit en ouvrant simplement votre caméra et en posant votre question, ou alors écrire cette question dans le chat. Évidemment, la question peut être en anglais ou en français. Brice se chargera de répondre en la langue qu'il juge être nécessaire et confortable pour lui. Mais sachez que nous sommes là pour vous répondre, enfin, pour essayer de répondre à toutes vos questions. Alors, oui, il y a Yapi Et à Pigeon. qui écrit dans le chat. Yapi, on t'écoute. Vous pouvez donc poser votre question directement Oui, si vous voulez. tu peux activer ton micro, tu poses la question directement de façon audible. L'important de rappeler que chacun a ses problèmes ici dans le monde. Donc, n'aie pas honte de poser ta part de questions. Ne pense pas que, oh, on va penser que je suis bête. Pose ta question. Si tu as quelque chose qui te dérange, pose ta question. Après l'épisode, si tu vas peut-être aller à YouTube, regarder peut-être les épisodes précédents, mais tu ne vas jamais avoir Monsieur Thiofo s'asseoir encore, prendre son temps pour tout expliquer. Vraiment, il est en mode d'expliquer tout ce qu'il a à faire avec UM6P. Donc, posez vos questions.
Ok, on a une première question de Dieu-Sop. Voilà, j'espère que je décoche. Je prononce très bien. Alors, bonsoir à tous. S'il vous plaît, y a-t-il une moyenne minimale pour les programmes post-bac? Bonne question. Bonne question. Comme je l'ai dit, le critère ici, c'est le critère d'excellence. C'est vraiment un critère d'excellence. Tu imagines que si tu as près de 60 000 personnes qui candidatent, à un moment donné, la moyenne, elle compte. Généralement, il faut avoir au moins 14 de moyenne au niveau du bac. Il faut avoir un bac avec au moins 14 de moyenne avec de bonnes notes en mathématiques. C'est pourquoi on parle d'une université d'excellence. Tu peux aussi ne pas avoir 14 de moyens et puis tu es bon en mathématiques et physique et tous les matières qui comptent, par exemple, au programme. C'est possible. Mais qu'à cela ne tienne, même si c'est que Oui, tu n'es pas 14, il faudrait que ce soit au moins 13,50. Je t'assure. ok. Je Parce t'assure, que, il faudrait au parce que je moins pense que que ce tu fais soit la compétition 13,50. contre 40 nationalités aussi. Justement, tu ne compétis pas seulement contre les Camerounais. Tu es en train de compétir contre tout le monde entier et tu C'est pas imagines. Polytech Douala. Voilà. Donc, il faudrait que tu. C'est pourquoi moi, je préfère dire au moins 14. Là, au moins, quand l'enfant est en train de travailler, qu'il mette dans sa tête qu'il doit avoir au moins un minimum de 14 de moyenne pour pouvoir postuler, en fait. Il y a quelqu'un en anglais? Can we? I'm seeing an English question. Before that, Yes. donc, Jepso, Jesop, tu as ta réponse. Donc, il faut au minimum 14 de moyenne. Si tu es toujours dans ce processus, si tu peux toujours obtenir cela, ce serait bien de travailler dur pour l'avoir. Si tu as déjà traversé cette étape-là, il faut plutôt conseiller tes jeunes cadets ou les personnes qui sont autour de toi à vraiment travailler pour avoir cette moyenne-là. Parce que c'est très compétitif et c'est plus de personnes qui entrent qui sont impactées par ça. Donc, du coup, il faut vraiment te démarquer. C'est pourquoi il faut insister dessus. Et la deuxième question, c'est Yapi qui pose une question là en anglais, en français, l'anglais vient plus tard. Yapi dit, j'aimerais savoir s'il n'y a pas un programme post-bac pour l'ingénierie en énergie renouvelable. Je pense que Euh, Brice a proposé, a parlé d'un programme. En énergie renouvelable, non. Il y a Green Bee, c'est pas Non, ça. non, Green Bee, Green Energy, c'est pour ses masters. En énergie renouvelable, non. Non, mais il y a un programme qui a fait avec les. Il y a un programme, c'est GTI. Non, GTI, c'est ça que je dis, GTI, c'est master. Ce n'est pas post-bac. Parce que je me rappelle qu'il y a les Sénégalais de l'année passée qui faisaient un programme à GTI. Mais c'est que Mhm. ça mélange tout. Ce n'est pas un programme ingénierie renouvelable Justement, direct, ce n'est pas tu ingénierie, vois. ce n'est pas renouvelable, c'est déjà, là-bas, je pense, c'est industrie 4.0. Oui, Tu vois un peu, c'est l'industrie oui, 4.0. Ce n'est pas ok. énergie renouvelable. Le seul énergie renouvelable, c'est juste un master. Juste pour un autre conseil, le conseil, c'est parfois quand tu entres au niveau bachelor, les spécialisations, oui, tu le veux bien là-bas, mais le plus Oui. important, c'est que tu es dans quelque chose qui a à faire avec l'énergie d'abord. Quand tu Voilà. pars en master, tu choisis quelque chose en énergie renouvelable parce que c'est comme si tu étais en train de réduire, réduire, réduire. À la fin, Tout en peut-être change. tu vas quitter de l'énergie renouvelable à aller énergie solaire seulement ou énergie du vent. Mais il faut connaître toujours faut avoir toujours cette approche que faut pas être fixé sur un nom. Faut Ce se qu'on fixer commence, sur le concept. ce qu'on commence d'abord, c'est un peu comme dans les classes préparatoires. Pour celui qui a posé la question post-bac, je me dis peut-être c'est un gars qui est en terminale ou un gars qui vient de passer. Généralement, dans les classes préparatoires, ce qu'on appelle les troncs communs. Oui. Généralement, les premières années après le bac, ce n'est pas directement la spécialisation. Tu vois? Donc, c'est pas peut-être un programme de BTS où on va te dire que bon, ok, tu auras le BTS en tel truc. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a d'abord des 2 années qui sont des classes préparatoires où on apprend un peu de façon générale avant que tu ne puisses maintenant t'orienter vers quelque chose que tu veux. C'est ce qu'on appelle maintenant le cycle ingénieur. Ça veut dire j'ai déjà mon background qui est nécessaire, que ce soit en mathématiques, en physique, en chimie, tout le background nécessaire. Et maintenant, je m'oriente vers un domaine que je veux faire en fait. Donc, si c'est un programme directement énergie renouvelable, non. Alors, il y a une autre question de Yaya qu'il demande, Yaya Touré, ça c'est avant la question de Dassi. Y a-t-il un master en HPC? Peut-être, vous avez une idée de HPC. Le Sinon, HP, le High Power Computing, je sais pas, junior, je sais pas si à College of Computing, il y a le master HPC. Non, 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 il n'y a pas.
Je ne pense pas qu'il y ait un Non, programme qui je peut pense pas s'appeler qu'il y comme a un ça. maçon. Non, je pense Ouais, pas qu'il y a un maçon HPC. Mais en fait, le programme d'ingénierie, dans le programme d'ingénierie du College of Computing, donc je pense que il y aura des fondamentaux pour HPC parce qu'en fait, le College of Computing, il est rattaché au data center de Oui. l'U16P. Donc surtout, il y a des profs ceux qui gèrent le data center il y en a qui sont professeurs ici, qui sont professeurs au College of Computing. Donc, je pense que tu peux faire le programme de master, tu peux suivre le programme d'ingénieur au College of Computing et après peut-être entrer dans le programme doctoral du collège aussi, Ah, HPC. avec ségrégation HPC. Oui. Et ça, c'est un plan qu'on a oublié même dans la présentation, c'est que il y a HPC ici déjà, l'université HPC le plus grand d'Afrique. Et pour Donc, travailler à HPC, il y a toujours une formation d'abord avant d'aller travailler là-bas. le HPC. d'accord. Sandra, il y avait une question en anglais, je pense. That's Glory. Il pose la question en anglais. Donc, il dit déjà, Good evening, everyone. Please, what can make someone to have a partial scholarship first? And then also, right now, I'm in a engineering school study civil engineering. Please, which of the program match with the civil engineering there? OK, Okay, civil OK. engineering has to do immediately with SRPD. Yes, So SAPD. SRPD is School of Architecture and I think Development and something like that. So under School of Architecture and Development, there are a lot of programs. There are programs on sustainable development and infrastructure. There are programs on architecture itself. There are other programs, maybe civil engineering and all that. So the reality is, if you need a scholarship or you don't want a special scholarship, most times special scholarship comes with you being the last of the class. I mean, you pass the entrance exam, but you are not among the first because this is like an investment. I am giving you a scholarship because you are worth the scholarship. So the more you are not worth the scholarship, the more they reduce their scholarship. For example, the first 10 in all concourse have 100% scholarship, for what I know from the university. So if you know you do not have money, put all your energy in being one of the first 10 or one of the first 20 at worst case, one of the first 30 at worst case. It reduces the likelihood of you having a 50% scholarship. If you do not, but it's not always, like he said, there are two kinds of scholarship. You can have 50% of one and then battle and have 50% of the other. It makes 100% scholarship. That's the most important. The most important is excellence. If you are excellent, when you drop your documents, another person drop their document, there's no way. Nobody knows you as well as nobody knows a Senegalese that's applying or a Malian that's applying. All they know is what you have done over the years that you were studying. If you're a good student, your grade says it. If you're a bad student, there is no role for explanation because it's you the dossier. Nobody is there to think that where his father died, that's why he had this grade. No, there's nobody that's thinking about that. Everybody's always seeing you had a B grade, you had a C grade, you had 9 C's. Okay, this person is not what we want. We want A grade and B grade, full stop. I hope I answered the question. OK. Donc, on a plus. J'espère que tout le monde est rassuré par rapport aux réponses qui vous ont été données. D'autres questions supplémentaires? Est-ce qu'on a d'autres questions supplémentaires? Ma question, c'est par rapport à qu'est-ce qui se passe après. Nous, on a seulement vu les images par rapport à ceux qui sont entrés. On n'a pas encore vu les images par rapport à ceux qui sont sortis. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Les alumni, ceux qui Alors, Ah, sont sortis, vous avez les histoires. Hmm. les Parce qu'à la alumni. fin, c'est ça. Personne ne vient à l'école étudier parce qu'il veut étudier. On étudie parce que c'est la garantie qu'on peut avoir un petit job. Oui, oui, oui. Bon, par rapport aux alumni, pour ceux qui sont sortis, ce sont des chiffres qui viennent de la direction des affaires, la DSA, Direction of Student Affairs. Student Affairs. 90% dans les 6 mois suivant leur graduation obtiennent un travail.
Et je pense que nous, on a juste deux personnes. On a, bon, moi, je vais toujours, comme tu vas dire, moi, je vais toujours prendre le cas des Les alumni Camerounais. qui viennent du Cameroun parce que ce sont ceux avec qui je suis les plus proches. Si je prends le cas de Junior, par exemple, le Junior, après sa formation, il a fait le concours d'Education Fellow. Il est, il est, il a réussi le concours. Il a fait sa formation d'Education Fellow. Maintenant, il est enseignant et il fait la recherche en même temps. Netson, il travaille, ils ont une start-up qu'ils ont créée. Les alumni de l'EMIN ont créé une start-up qui recrute déjà encore d'autres alumni. Tu vois un peu? Donc, lui, il y a une continuité. Si je prends par exemple le cas de, euh, de Jennifer Lundu, qui était à la FGSES, là maintenant, elle travaille dans une organisation non gouvernementale, tu vois. Donc, elle est à l'international, c'est dans quelle structure là? C'est UNICEF, je pense. à l'UNICEF. UNICEF. Elle a l'UNICEF femme. Tu vois? Donc, tous ceux qui sont sortis jusqu'à présent, qui sont à proximité à côté de moi, je sais qu'ils ont trouvé quelque chose. Et les chiffres de la DSA, c'est 90% d'employabilité avant les 6 mois, 6 mois avant que tu n'aies fini, après que tu aies soutenu, en fait. Oui, je demandais parce que vous savez que notre objectif à SFO, c'est pas seulement vous dire qu'il y a l'information, mais c'est vous dire que Mm. la route que vous êtes en train de prendre, c'est pas une route où on se perd, c'est une route où ceux Ouais. qui sont là, ils se retrouvent. Donc, même si tu ne connais pas où tu es en train d'aller, saute d'abord. Quand tu sautes, tu vas arriver au moins devant c'est propre. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de te dire, oui, j'ai vu celui-ci, il a fait et ça a marché. C'est tout. On a une question supplémentaire de Yapi qu'il dit j'aimerais connaître la différence entre un diplôme d'ingénieur et un master en ingénierie. Ça, je crois que c'est Ok. intéressant, c'est une question intéressante qui très souvent en confusion parmi beaucoup de personnes. Donc, c'est quoi un diplôme d'ingénieur et c'est quoi un master en ingénierie? Parce qu'il peut, il peut essayer de répondre, mais Bon, bon. je sais pas si je peux répondre à ça. Oui, Junior, Oui, Bon, parole. Vas-y, Julien, vas-y. je, tout d'abord, ça allait d'être la même chose. Mais en fait, je prends le diplôme d'ingénieur, c'est surtout que tu entres dans une école, soit après, soit directement après le bac ou après les 2 années. Tu as suivi tout le cursus. Et je pense les programmes de master en engineering, c'est un programme que tu fais après avoir eu un diplôme, en fait, soit c'est un bachelor ou ça peut être un diplôme d'ingénieur. C'est aussi un programme c'est un programme genre entre 1 à 2 ans. Et aussi, ça peut être attaché à un programme doctoral en général. Donc, je pense que c'est ça aussi. Il y a oui, juste, un peu si tu as des trucs à ajouter. mhm. Oui, juste pour, pour, pour ajouter un peu de sel. Je pense que généralement, la confusion, c'est toujours par rapport à... Je ne sais pas pourquoi il y a cette confusion, mais généralement, quand tu entends master, ça se dit toujours Masters of Science, Masters of Art, Masters of quelque chose, qui veut dire on est en train d'enseigner pour intégrer un corps. Quand tu fais Bachelors of Science, ce sont des étapes à devenir peut-être un chercheur dans un domaine. C'est pour ça que tu peux avoir un doctoral in engineering. Ce sont des échelles. Mais tu peux être un ingénieur juste. L'ingénieur a son rôle qu'il fait. Mais si on te cadre maintenant que tu fais ta part d'ingénierie, mais c'est dans un contexte scientifique, c'est dans un contexte de recherche scientifique, tu changes totalement ce que tu es en train de faire. Du coup, on peut donner quelqu'un un Masters of Science of Engineering et une autre personne a seulement le diplôme d'ingénieur. Deux, ils peuvent faire la même chose, mais généralement, on va toujours, si on est en train de prendre peut-être recruter quelqu'un pour un truc, une thèse, on va toujours choisir quelqu'un qui a un Master of Engineering. Et même quand tu as le diplôme d'ingénieur, on va toujours dire, peut-être tu vas faire même 1 an que tu es en train de faire, on appelle ça les master recherche. Quand tu finis le master recherche, parce qu'on va te cadrer en te mettant dans un esprit de chercheur. C'est vrai que tu ne peux pas faire ingénierie sans faire la recherche, mais la recherche scientifique, c'est un autre truc, ça, les protocoles. Quand tu peux faire maintenant le genre de master là, c'est là où on t'enseigne les protocoles de la recherche scientifique et après, tu peux soit choisir ta thèse ou tu choisis d'aller travailler peut-être dans un arrondi quelque part. Donc, pour moi, je pense que c'est la petite différence. OK. Il y a... Juste pour ajouter un peu, 2 lignes, il y a aussi une différence en termes de durée de formation. Voilà. Donc, l'ingénierie, c'est 3 ans de formation. Et le master, c'est 1 à 2 ans, comme Junior l'a précisé. Donc, ça dépend si ça va être une formation master spécialisée ou
Voilà, master complet. Là, ça va être 2 ans. Et puis l'ingénierie, donc en général, voilà, c'est objectif entreprise. Donc ça, c'est l'objectif principal. Par contre, le Master of Engineering, bien sûr, vu que c'est un Master of Engineering, ça peut aussi aller en entreprise, mais plus facilement aussi, ça te La connecte à la recherche. recherche. Voilà. Ok. D'accord. Aussi, mais nos auditeurs, ils aiment souvent des questions assez personnelles. Donc, Brice, si tu peux me permettre de poser une question personnelle, surtout pour l'expérience, on va dire ça comme ça. Donc, pourquoi tu as choisi déjà l'UM6P? On a eu vraiment un très bon rapport par rapport à ta présentation, ce que tu as, enfin, tu nous as donné beaucoup d'informations, mais les auditeurs généralement aiment savoir déjà pourquoi personnellement tu as choisi cette école. Et ça, c'est la première question. Deuxième question, comment tu décris ton expérience jusqu'à présent à UMCP? Et la dernière, ce sont les conseils que tu peux donner à des futurs candidats. Bon, moi, particulièrement, je vais être véridique. À la base, je n'avais pas dit dans ma tête, c'est l'UM6P que je vais choisir, en fait. Tu vois? Donc, quand je faisais mon master, par exemple, moi, dans ma tête, je pensais à des bourses, mais des bourses qui sont connues parce que, comme j'ai dit, l'université, l'UM6P, c'est 2017. C'est une université assez jeune. Donc, si c'est qu'on ne te parle pas de cette université, tu ne connaîtras pas. Donc, dans ma tête, j'avais des bourses dans des autres pays, en France, aux États-Unis et tout, la date, en Allemagne, ainsi de suite. Mais quand je finis mon master, quand je suis en cours de master, je travaille avec un prof, comme on dit, c'est l'information qui compte, tu vois. Donc, j'ai deux encadrants en master. Un, c'est celui du Cameroun, qui est mon encadreur principal. Et il y a maintenant une de ses collaborations qui est ici au Maroc, qui est aussi mon encadreur. Donc, du coup, je travaille avec les deux. Quand je finis donc de travailler avec les deux, normalement, je suis censé postuler pour la thèse au Cameroun. Chose que je commence même parce que je postule d'abord. Mais il me dit, écoute, s'il y a des opportunités, je vais t'en parler. Celui du Maroc, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que quand maintenant il y a l'opportunité, il me dit, ah, il y a une université au Maroc parce que le département de physique, nous sommes la première promotion. C'est vrai, l'UM6P était déjà là, mais il n'y avait pas encore le démembrement du département de physique à l'UM6P. Donc, du coup, la première cohorte, dès qu'ils ont ouvert, il me dit donc, il y a même un département de physique qui vient d'ouvrir dans telle université ici au Maroc. C'est une très bonne université. Le potentiel, il est là. Et je pense que tu peux postuler pour ça. Donc, c'est lui qui vient avec l'information. C'est pas comme si j'ai cherché l'information. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au travail des SFO, au travail des SFO. Genre, il y a des gens qui ne connaissent pas l'information, mais on va vers eux avec l'information pour leur dire, écoutez, vous êtes en train de chercher comme ça, vous pouvez aussi chercher ici. Tu vois? Donc, en fait, c'est un peu ça, c'est ce qui se passe avec moi. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que je postule. Et à la base, la petite anecdote, au départ, d'abord, j'ai pas d'abord postulé. Au départ, je me suis dit, bon, tu me déranges pas. Tu vois? Pourquoi? Parce que j'avais postulé à une bourse de l'UNESCO. J'avais postulé une bourse de l'UNESCO et c'est là que c'est où tout mon cœur était en fait. Je m'étais dit non, c'est ça que je veux. Donc, à la base, je ne postule pas pour cette bourse-ci. Mais après, je postule et on m'appelle pour l'interview. J'arrive, je passe l'interview et je suis retenu pour la bourse. Donc, et maintenant, avant de venir, déjà, j'ai quand même tapé pour avoir quelques informations sur l'université. J'ai vu déjà le cadre et tout. Je me suis dit, waouh, c'est en Afrique. Et quand je suis arrivé, je n'ai pas été dessus. Vraiment, je n'ai pas été dessus parce que quand je suis arrivé, je me suis dit, waouh, ça, ce n'est pas en Afrique. Et par rapport à l'expérience, généralement, on dit, quand tu es quelque part, souvent tu es tellement habitué à l'endroit que tu ne te rends pas compte que l'endroit est merveilleux. J'ai commencé à ressentir que cet endroit, c'était vraiment côté infrastructurel. C'était vraiment le haut niveau quand j'ai vu les amis de mon prof qu'il l'avait invité, venant de France, venant des États-Unis, arriver au campus et demander à se filmer. Que j'ai compris, parce que c'est ce que nous on fait quand on part en Europe. On se dit, bon, ok, ah, je veux me filmer, je vais poster et tout, tout, tout. Mais quand tu vois des gens qui viennent de l'endroit où tu supposes que c'est le meilleur et qui te demandent à se filmer, où tu restes, c'est que tu comprends que non, vraiment, le niveau là-bas a été mis vraiment haut. Et concernant mon expérience sur le campus ici, moi, je n'ai que de bons souvenirs. On a déjà une communauté internationale qui est assez forte, qui est assez soudée. Donc, tu ne vas jamais te sentir dépaysé. Ça, c'est une première chose. Et ici, vraiment, bon, moi, je sais pas. Mais sinon, moi, mon expérience ici, pour moi, elle est au top.
Elle est Cool chimisienne. Cool chimisienne. chimisienne. Donc, c'est vraiment Ouais. bien. Et quels sont Et, les conseils que... et au niveau peut-être l'intégration, je peux te dire, bon, OK, je vais arriver, peut-être c'est au Maroc et ça. C'est vrai qu'on a quand même certains petits stigmas qu'on met souvent au niveau peut-être des peuples arabes et tout, mais le Maroc, c'est vraiment un pays qui est accueillant et c'est vraiment chaleureux. C'est vraiment, vraiment chaleureux. Quand je suis arrivé ici, bon, je vais pas dire que j'étais le deuxième. Bon, ici, je connaissais pas vraiment les Camerounais qui étaient là. Mais quand je suis arrivé, il y avait déjà Aaron qui a soutenu son PhD maintenant, il est au Canada. Il y avait Junior, il y avait Netson, et il y avait Jennifer et Camélia. Mais elles étaient toujours, elles étaient FGS. de FGS Rabat, Rabat. oui, FGR Rabat. Donc, quand je suis arrivé au niveau du campus de Bengueri, la seule personne qui était là, c'était Netson et Junior. Et Aaron, lui, il était en stage au Canada. Donc, quand je suis arrivé, qu'est-ce que je voulais me dire? Quand je suis arrivé, ce sont les Marocains qui m'ont accueilli. Toutes mes courses, un peu ce qu'on nous on veut faire avec Ouattania. Toutes mes Oui, courses, c'est une Marocaine qui m'a accompagné, fait toutes mes courses. Tout ce dont j'avais besoin, elle me dit, OK, tu as besoin de quoi? J'ai besoin de telle chose, j'ai peut-être besoin des assiettes, j'ai besoin des marmites, j'ai besoin de ça. On m'a amené partout où je pouvais aller. Et au départ, quand je suis arrivé, j'ai un camarade, c'est lui qui m'a donné sa carte, peut-être sa carte NAPS. Que, OK, je suis arrivé en cours de mois, donc je n'avais pas encore accès à ma bourse, parce que c'est à la fin de mois qu'on paye. Je n'avais pas encore accès à ma bourse. Il m'a dit, OK, on ne peut pas te payer en milieu de mois. Mais sinon, c'est déjà ton argent déjà dans un compte. À la fin de mois, tu auras ton argent. Mais durant cette période-là, jusqu'à la fin de mois, c'est un collègue marocain qui m'a donné sa carte. OK, tu peux manger au restaurant avec ma carte en attendant, puisque tu n'as pas de carte et tu n'as pas de truc. Donc, pour dire qu'en fait, ils sont vraiment accueillants. Et si tu n'es pas quelqu'un vraiment qui aime les problèmes et qui veut chercher des problèmes, forcément, tu n'auras pas de problème. Si tu es quelqu'un d'assez simple, tu vas bien t'en sortir. C'est tout. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est d'être quelqu'un d'assez simple, d'être quelqu'un d'ouvert, d'être quelqu'un de sain d'esprit, OK? Et surtout d'être quelqu'un qui travaille beaucoup. hum, Parce que malgré tout, c'est ton travail qui paye. C'est ton ouais. travail qui va parler pour toi. Tu peux hum. être la meilleure des personnes, mais si tu ne travailles pas bien, et toujours travailler en te rassurant que tu travailles pour des compétences qui sont personnelles et qui vont enrichir ta personne. Quel qu'en soit ce qui peut se passer, personne ne va dire qu'il y a une société ou il y a un endroit ici où tout est bien. Partout, il y a toujours ce qui est bien, il y a ce qui n'est pas bien. C'est à toi de savoir trier ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ça va prendre ce qui n'est pas bien et tourner ça en ton avantage. Donc, c'est toutes ces qualités-là que tu dois pouvoir avoir. Donc, sinon, à part ça, je sais pas trop quoi d'autre dire. Eh ben, merci Brice. Vraiment, Ouais. euh, nous sommes à la fin. hum. Peut-être Pérez va clôturer la séance. Et déjà, à titre personnel, nous te remercions infiniment pour cette brillante présentation. Et nous remercions également l'audience, des personnes qui ont posé des questions. C'est rassurant. Nous sommes très contents que vous participez. Et évidemment, vous pouvez revoir cette vidéo sur nos pages YouTube qu'on va communiquer juste après la fin de la réunion. Vous aurez resté disponible sur nos pages Facebook, enfin, je vais dire WhatsApp, YouTube, Twitter déjà. Les prochaines pages viendront plus tard et aussi notre site internet. Donc, Pérez, tu as la parole pour clôturer la séance. Je parle en français ou en anglais? Et aussi, j'aimerais aussi rappeler pour ceux qui auront peut-être des questions ou au niveau peut-être de la candidature, je ne sais pas comment on va faire, mais je Il y pense a un que groupe WhatsApp. dans le descriptif de la vidéo sur YouTube, qu'on va poster sur YouTube, on va mettre WhatsApp link. le lien du groupe WhatsApp. Mhm. Et là qu'on discute en fait de tout ce qui est candidature, toutes les questions que les candidats peuvent avoir, parce que chacun a souvent des questions particulières qui sont Oui. personnelles. Ce n'est pas toujours des Mhm. questions générales. Donc, on va mettre le lien du groupe et quand tu vas vouloir te connecter, on va d'abord discuter avec toi au préalable pour savoir un peu quelles sont tes motivations, quelles sont tes moyennes, à quel niveau tu te trouves, quel est le programme que tu veux intégrer, pour déjà un peu discuter avec toi pour savoir si c'est que tu as quel est le programme où tu as les meilleures chances d'être pris par rapport aux autres. Tu vois? Donc, il y aura un lien
au niveau du descriptif de la vidéo qui sera mis sur YouTube, le lien du groupe WhatsApp où on gère les candidatures pour cette année 2025-2026. Okay. Yes. Je fais la conclusion un peu en Yes. anglais. You can summarize Okay. it in English as Yes, well. summarizing. So we have come to the end of this session. And like I said in the beginning, our job as SFO is to tell you that there is information here and there and here. Give you the link as to where the information is. And the study abroad session is a unique experience with SFO. And we are counting on doing it every single week. There are always opportunities. There are opportunities everywhere. Every single country, all the continents, whether be it Asia, Europe, America, which other one, Pacific, wherever there is an opportunity, know that we'll be bringing it to you. Whether the deadline is tomorrow, after tomorrow, we do not know. But we know that we are bringing you the opportunity, telling you that this is available here. It opens this date. Do not fail to apply. And like I always say, the law of large numbers is a law of nature. If you apply once, you are not taking, apply 10 times. If 10 times does not go, apply 20. 20 does not go, apply 30. The only thing you lose is your data. So with that, I think this is the end of this session. Thank you so much for being here, and see you maybe next week for another experience with the SFO group. Thank you. Bye-bye. Bye bye. Thank you very much. Okay. And see you guys. See you.